Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette deuxième partie qui aujourd'hui parle d'ego et de la méthode Silva, ou dans la méthode Silva, c'est encore plus précis. On en parle bien sûr avec Damli Pasco et on tente de comprendre, de réfléchir à ce qui fait que peut-être dans la méthode, il peut y avoir ce développement de l'ego. Alors là, on ne parle pas forcément pour nous diplômés lambda, mais plus ce qui se passe malheureusement dans les tensions et les guerres de pouvoir qui se retrouvent dans la méthode et qui, au bout du compte, touchent tout le monde plus ou moins directement, même si je pense que les diplômés ne se rendent pas forcément compte, et c'est normal, mais qui peuvent toucher bien sûr les directeurs, parce que c'est quand même ceux qui sont le plus en contact en haut. En fait, plus on monte et plus on est touché, et les instructeurs qui indirectement peuvent être aussi touchés par ça. Donc là, dans le premier temps, on a parlé un petit peu de cette notion de, effectivement, même si la méthode a une orientation, une philosophie positive, faite pour qu'on pense avec l'autre, on s'est aperçu que malheureusement, notre ego, nos personnalités, notre volonté de bénéfice, si on le dit un peu autrement, personnelle, peut supplanter la pensée collective, c'est-à-dire la pensée du groupe, etc. etc. Maintenant, on va se poser la question autrement, c'est comment la méthode, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la méthode, qu'est-ce qu'on pourrait appuyer dans la méthode pour que les personnes puissent vraiment se développer en gardant la philosophie de José. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a le côté technique, on vous apprend des techniques, il y a le côté après où vous devenez des praticiens, vous pratiquez par vous-même, mais je pense que c'est la philosophie de José qui est importante. Derrière la méthode en tant que telle. Et la question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que parfois, les pratiquants, les praticiens, n'oublient pas l'état d'esprit de José. Justement, tu vois, ils sont tellement habitués à faire les techniques, tiens, je veux obtenir cette maison, tiens, je veux réussir ce boulot, et puis ils ont des feedbacks positifs, mais ils disent, ah bah super, j'ai un nouveau poste, j'ai une nouvelle maison, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais, mais tu oublies la philosophie. Tu vois, tu peux très bien être positif, mais sans te dire, je pense aux autres. Est-ce que tu penses que c'est... Alors peut-être au travers peut-être au travers de newsletters ou d'éléments, tu vois, de petits carrés dans les newsletters. Est-ce que tu penses que parfois, ou trop souvent, ça a été oublié et le côté fonctionnel de la méthode a en fait un peu supplanté le côté philosophique de la méthode? Oh, oui, j'ai vu ça maintes fois. Et c'est vraiment dommage parce que moi, je ne vois pas comment on peut les séparer, mais évidemment, ça arrive souvent. Et effectivement, je me demande, en fait, quand je pense à José Silva lui-même, j'ai jamais eu l'impression qu'il avait un énorme ego. Il avait confiance, il était prêt à parler en public et tout ça, mais il croyait dans la méthode et sa mission. Ce n'était pas tellement lui-même ou son propre ego. Et oui, et ça, tu trouves partout dans les textes, des techniques, etc. Mais c'est intéressant quand même que tu as appelé ça comme un masque, parce que c'est vrai que si on devait de plus en plus quelque chose peut-être comme un masque, et puis on commence à s'identifier avec, et derrière, on oublie qu'il a, comment dire, le vrai, on va dire le soi, pour distinguer. Et quand quelqu'un attaque le masque, on s'identifie avec nous et on va défendre ça, et on oublie qu'en fait, c'est un masque. Et en fait, comme tu sais bien, quand on enlève de quelqu'un la source d'un problème, ils sont quelquefois perdus. Et c'est comme si la personne dit, mais qui serais-je sans ma masque? Bien sûr. Parce qu'on est tellement identifié avec, mais on a perdu qui on est vraiment. Qui serais-je sans ma masque? Et tu sais que j'ai fait une école de mime quand je suis arrivée pour la première fois en France. Et c'est vrai que les techniques qu'on nous a données, waouh, là, on cherchait vraiment à l'intérieur de soi-même. On nous a fait tous porter tous les jours un masque et faire quelque chose, une petite improvisation pour représenter le masque. Et on a tous adoré ça. C'est-à-dire, les comédiens peuvent facilement mettre des masques différents. Mais un jour, on nous a dit, maintenant, on vous donne un masque qui est complètement neutre. Il y avait juste un rond, des lignes pour les yeux, un pour le nez, etc.
Et les gens ont mis le masque neutre et ils étaient perdus. Ils ne savaient plus que faire parce qu'ils ne pourraient plus cacher et agir à travers une masque artificielle. Et là, c'était, wow, je te dis, c'était comme un très grand, comment dire, tâche psychologique ou spirituelle qu'on a dû faire. Mais, et je crois que c'est surtout ça, les égos. On oublie qui on est vraiment et on s'identifie avec ce masque qu'on a composé nous-mêmes petit à petit, mais pour mieux vivre dans le monde extérieur. Et tout d'un coup, ça devient un bloc entre le monde et l'extérieur et notre vrai nous. Et tu penses que la méthode, alors là encore, on précise bien, c'est pas une psychothérapie, mais est-ce que tu penses que la méthode peut justement permettre de fissurer ces masques? C'est-à-dire, au bout d'un moment, revenir à se dire, je ne suis pas la représentation que je fais de moi au monde, mais au travers de ces techniques, au travers de plus de clairvoyance dans le sens premier, en étant plus ouvert et en voyant davantage, en trouvant des solutions, je peux arrêter d'être l'illusion de ce que je suis. Et le problème, tu vois, par exemple, d'être instructeur, c'est aussi ça, c'est que tu peux facilement revenir sur un masque, recomposer quelque chose avec des gens qui sont là devant toi à attendre quelque chose, tu vois, un truc tout bête. Ce que tout bête, que moi je trouve génial, mais tu sais, quand tu fais les ancrages au niveau des chiffres, etc., que les personnes se disent waouh, c'est incroyable, elle a retenu 20 mots avec 20 chiffres, super. Et à ce moment-là, tu es en train de faire un show, tu es en train de mettre ton masque, tu es en train de présenter. Et tu peux très facilement, en tant qu'instructeur, voire même en tant que diplômé, te dire ah bah regarde, j'ai eu raison à 15K ou 20K, 30K, et regarde, c'est incroyable. On peut facilement croire qu'on est dans cette position, on est cette personne-là. Est-ce que tu as l'impression que la méthode, de par quelques techniques, ou justement par le retour à la philosophie de la méthode, peut permettre de fissurer un peu le masque ou l'enlever complètement pour que les personnes puissent être plus vraies? Donc, on revient sur le mot que tu as utilisé toi, pour qu'ils retournent dans leur soi et qu'ils osent être soi, mettre en avant le soi plutôt que mettre un masque. Est-ce que tu as cette sensation ou cette intuition que la méthode peut le permettre, l'offre, ou même tu l'as vu, cette notion-là? Je crois absolument que oui, sauf il faut que la personne elle-même a l'intention. Sinon, on peut continuer à utiliser les techniques en fait pour maintenir le masque. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Donc, au travers, et c'est là où il y a… C'est ça pour tous les systèmes. Hein. Bien sûr, bien sûr. Toutes les religions, toutes les philosophies, etc., ils peuvent tenir en eux-mêmes un masque si on oublie justement qui on est vraiment derrière. Mais tous les systèmes peuvent aussi justement faire fracturer la masque et révéler la vraie personne. Mais c'est la personne qui le pratique qui doit vraiment choisir quelle est son intention, consciemment. Alors, si on reprend, tu vois… l'intention de José, ça a été de créer un système qui, au départ, était clairvoyant, puis après healer, puis après, trouver des solutions. Oui. Au bout du compte, la fin de tout ça, c'est dire, je veux permettre à des personnes, au travers d'une capacité d'anticipation, de feeling, de pressentiment, d'être apte à trouver des solutions, à trouver, de par leur intuition, de par leur imagination, des capacités à se sortir de mauvaises passes. Donc ça, c'est l'intention première. Maintenant, c'est super complexe. Dans les personnes qui aujourd'hui sont au sommet de la méthode et autres, on n'a pas forcément les mêmes intuitions, les mêmes intentions. Pas les mêmes intuitions non plus. Et on ne sait pas, à partir du moment où tu commences à avoir du pouvoir dans une structure, là on parle de Silva parce que c'est notre thème, mais de façon générale, entre l'intention du fondateur, je veux qu'un nombre de personnes soient aptes à découvrir leur propre potentiel et à trouver un moyen d'être dans une deuxième phase de l'humanité, et donc à trouver des solutions, entre lui et ses filles ou ses fils, ça se trouve, il n'y a pas du tout la même intention. Ne serait-ce que l'intention de départ très positive, je veux que la pensée de mon père soit partagée. Mais on n'est déjà plus dans la même chose. Quand l'intention de départ de je veux permettre à des personnes de trouver des réponses et des solutions, et je veux être le délégataire de la legacy de José Silva, on n'est pas du tout dans les mêmes intentions. Or, l'ensemble du système, dès lors,
va être biaisé ou en tout cas va être transformé par cette intention. Comment on pourrait aider les personnes à définir au mieux une intention qui correspond à la méthode? Quelle question! Tu veux rephraser ça? En gros, tu vois, on arrive en méta. Les personnes viennent parce qu'ils veulent trouver des solutions. OK? Ouais. En général, ils viennent parce qu'ils veulent trouver des solutions. Mais après, ça leur semble être une solution plutôt. La méthode Sylva est potentiellement une solution. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'intention derrière. Est-ce que c'est réellement une solution? Est-ce que c'est juste un week-end de découverte? Est-ce que c'est juste un élément qui leur permet, genre, j'aimerais juste apprendre à me détendre? Tu vois, l'intention avec laquelle les personnes vont se plonger dans la méthode vont faire qu'ils vont plus ou moins accrocher, vont faire qu'ils vont plus ou moins continuer. Si j'ai obtenu, j'étais assez malade et puis avec le traitement que je suis et la méthode Sylva, je me sens mieux et que d'un coup, j'ai plus ma maladie, pourquoi continuer la méthode? Et regarde, c'est toutes les personnes qui reviennent 30 ans plus tard à dire j'ai arrêté. Les intentions vont complètement être à prendre en compte, mais c'est très compliqué pour les personnes de définir une intention. Or, en fonction de ça, la méthode, elle va être pas du tout prise de la même façon. Et donc, et là je reviens toujours sur ce qui moi m'intéresse, la philosophie, elle va être plus ou moins prise en compte. Tu n'as pas besoin de savoir la philosophie de José pour faire juste de la méditation dynamique. Tu dis juste 3 fois par jour, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, ok, pas besoin de savoir la moindre philosophie. Donc, comment on pourrait permettre à des personnes de définir leur propre intention quand ils vont à un stage ou quand ils découvrent la méthode? Toi, assez souvent, on va poser la question de c'est quoi le but, mais le but n'est pas forcément l'intention. Non, non, justement. À une certaine époque, on avait la carte d'inscription, on demandait à les gens de cocher une case de ce qui les intéressait. Mais c'était quand même, finalement, c'était une liste de buts. Ouais. C'était ça. Quelle est l'intention? Et bon, en fait, l'intention de la méthode Sylva, c'est vraiment d'aider l'humanité, pas chaque individuel, mais que chaque individu se voit comme partie de l'humanité. Mais ça, c'était l'intention de José. Et de faire évoluer l'humanité, justement. Donc, pas simplement résoudre des problèmes, mais faire évoluer. Il a vraiment vu sa mission comme contribuant à l'évolution de l'humanité. Mais est-ce que l'évolution de l'humanité est forcément l'évolution de l'ego? C'est ça. Ou bien, et ça dépend de définition d'ego. Si l'ego, c'est vraiment le soi, l'évolution sera de reconnaître ce qui est faux, ce qui est masse, c'est protectrice, et chercher plutôt le noyau, l'essentiel, l'intérieur. Mais là, on est vraiment beaucoup plus dans philosophie que technique. C'est ça le problème. Oui, mais tu vois, c'est là où c'est complexe, parce que si on reprend même la sémantique que tu viens d'utiliser à dire José, il avait l'intention de faire évoluer l'humanité, actuellement, on est en pleine évolution de l'humanité. Hein. Maintenant, ce n'est pas forcément l'évolution qu'il avait derrière sa volonté d'évolution. C'est comme la méthode, elle a évolué. Hein. Oui. Mais elle n'a pas forcément évolué comme José l'avait posé. Donc, la complexité, c'est ça se trouve, on a la réponse à la suggestion de José. Il y a eu une évolution, mais ce n'est pas forcément l'évolution pour du mieux dans ce que nous, on appelle le mieux, parce que là aussi, on a tous nos croyances par rapport à ce qui est bien ou ce qui est juste, etc. etc. Donc, c'est là où ça devient complexe. Mais comme tu dis, techniquement et philosophiquement, c'est là où on se rend compte que si on ne cogite pas, alors nous on le fait parce qu'on est passionné par la méthode, qu'on est passionné par le développement perso, par l'hypnose, par l'apprentissage de soi, mais si on aborde la méthode sans penser à la philosophie, je trouve qu'on revient à un système technique de base, entre guillemets de base, mais tu vois, ça nous donne... il y a plein de techniques qu'on pourrait retrouver en sophro, qu'on peut retrouver bien sûr en hypnose, qu'on peut retrouver en coaching X ou Y. Si on enlève la philo de José, ça redevient un système lambda, entre guillemets, où on pourrait se dire oui, mais moi j'ai fait un cours de magnétisme et j'ai appris à parler à distance ou à guérir à distance. Ce qui fait la différence de la méthode, c'est est-ce qu'on est capable ou pas de maintenir l'état d'esprit qu'avait José. Et tu peux comprendre qu'au bout d'un moment, tu te dis dans ta vie, moi, je ne suis plus trop dans cet état d'esprit-là. C'est plus trop ma manière de fonctionner. Je veux faire autre chose. Okay. Mais tant qu'on la pratique, ce qui est étonnant, c'est que associé à cette méthode, il y a une philosophie.
l'enlever, c'est ne plus réellement faire le cœur de la méthode. C'est utiliser les techniques de la méthode. Donc, en fait, on a déjà vu à plusieurs reprises que la méthode Silva n'est pas une philosophie, c'est une boîte d'outils que chacun peut utiliser comme il veut. Mais ça, c'est plutôt méthode Silva 101, 202. Quand tu fais 303, 404, tu fais encore des techniques, mais ce sont des techniques qui sont pour justement détecter des problèmes des autres, corriger les problèmes des autres, entrer dans un laboratoire où on rencontre justement des images de personnages qui sont finalement notre moi supérieur. Donc, ce sont des techniques. Mais si on utilise des techniques comme ça, je ne crois pas qu'on peut même... Je ne crois pas qu'on peut résister quand même à évoluer d'une certaine façon. Les techniques de base, oui. Ça, toutes les techniques dans les deux premiers jours, je suis d'accord, ça peut être utilisé strictement sur le plan personnel. Mais le deuxième week-end, c'est vraiment une expansion de conscience, ou c'était supposé être, n'est-ce pas? Ouais, alors tu vois, là, je pourrais rebondir avec, tu te souviens quand on a refait pouvoir extrasensoriel justement de Robert Stone. Oui. Il y a un moment où on a trouvé que c'était moyen. Tu sais, est-ce qu'on peut aller chez quelqu'un, observer quelqu'un, voir quelqu'un, tu vois, une espèce de stalking psychique, quoi. Et on s'est dit, ouais, ça, c'est pas trop notre délire, tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait 2-3 trucs où il utilisait les PES, là, on reprend dans la notion qu'il avait exploitée, qui n'était pas que nous, quand on l'a lu ou quand on l'a relu, on s'est dit, on ne vous conseille pas de le faire, c'est pas très Silva. Et on le sait bien, à ce moment-là, même si ça ressemble beaucoup à Silva, ce cours PES qui est très très bien sur plein d'aspects, il y a d'autres aspects où, pour moi, on n'est pas que sur du positif. Même si parfois il mettait une petite phrase à la fin de tout son laïus, c'est-à-dire éviter de faire ça parce que blabla, la plupart du temps, il exprimait quand même techniquement un truc qui n'était pas hyper positif. Robertson. Dans Robertson, ouais. Dans PES, je ne sais plus lesquels, mais on en avait parlé. Et il y avait des moments où je disais, tiens, là, on est limite sur l'orientation qu'on peut faire de l'alpha. Être en alpha amène vers des trucs où, si tu te laisses libre de toute philosophie, et je reprends bien ta notion, la méthode Silva est une boîte à outils, et derrière la boîte à outils, il y a une philosophie qu'on peut ou pas adhérer. Et c'est ça tout l'intérêt. Mais l'intérêt d'y adhérer, tout est relatif, mais de garder en tête l'esprit de José, c'est justement d'être tout le temps dans du bien pour l'autre. Parce qu'en réutilisant les outils, en les modifiant un petit peu, tu en fais une boîte à outils qui peut être simplement une nourriture égotique, donc pas du moi, mais plutôt de l'image de soi avec le pouvoir, domination, etc. qui peut y avoir derrière. Et ça, c'est toute la complexité. Et je me pose la question, mais là, ça restera que en suspens. Si les personnes qui ont oublié l'état d'esprit, on va même enlever le mot philosophie, on enlève l'état d'esprit de José, ces enfants, au bout du compte, ont même oublié techniquement les choses. Parce que en termes de communication, c'est pas gagné. Alors que à la base, communication subjective, le fait de pouvoir discuter, même le pouvoir de se mettre en rapport de façon, on l'avait vu dans tout ce qui était business, etc., avec l'autre, c'est quand même un des moteurs de la méthode. Or, les gamins vont limite jusqu'à ne plus se parler. Donc, c'est là où on se dit, quand on oublie l'état d'esprit de la méthode, on peut aussi en oublier les outils. Ou en tout cas, les outils, on ne les utilise plus. Ce n'est pas qu'on les oublie, c'est qu'on les met de côté. Et ça, tu vois, je trouve que c'est quelque chose auquel on doit avoir conscience. C'est-à-dire que la méthode, elle est baignée dans quelque chose. C'est une boîte à outils, mais cette boîte à outils a été formatée d'une certaine façon. Or, si on oublie la manière dont c'est formaté, est-ce qu'on aura envie d'utiliser les outils, tu vois? Ah, oui. Tu vois, le truc, moi, je trouve qu'il y a tout cet aspect-là où, comment ça se fait, tu vois, on prend vraiment le basique du basique, qui a des problèmes de communication vis-à-vis des personnes, entre membres de la méthode Silva. Sachant que, factuellement, Et tu as bien dit, justement, il y a des gens qui viennent, qui pratiquent les techniques, qui réussissent ce qu'ils voulaient, et puis laissent tomber, justement, parce qu'ils n'ont pas vraiment connecté avec l'esprit derrière. Pendant que si tu fais cette connexion, ça vient
partie de ta vie quotidienne, de ton style de pensée, de regarder tout ce qui est autour de toi, quoi. Mais même chez des instructeurs et ou des directeurs, il y a ce truc où au bout d'un moment, toi, c'est marrant parce que je me pose la question si c'est pas un phénomène d'habituation. Tu l'as très bien dit tout à l'heure sur la première partie, où tu as dit, il y a des instructeurs, au départ, ils ont des étoiles dans les yeux, etc. Or, tu sais, le phénomène d'habituation fait que ce qui te semble incroyable au départ te semble normal au fur et à mesure, voire te semble anodin avec le temps. Or, beaucoup de personnes qui sont, par exemple, devenues directeurs, ils sont tellement habitués à ce monde-là, à cette sémantique, à cette manière de. Est-ce qu'ils sont aussi impliqués qu'un débutant? Toi, ce qui est beau quand quelqu'un débute ou quelqu'un est passionné, c'est que tu sens qu'il a faim, il a envie, etc. Au bout d'un moment, c'est oui, il suffit que tu fasses la méthode du verre d'eau, ouais, c'est bon, il suffit que tu fasses ça. Et tu vois, il n'y a plus la même implication. Et c'est en ça où je me pose même la question, est-ce qu'il l'utilise encore? Parce qu'au bout du compte, c'est devenu, tu sais, on dit oui, mais ça fait partie de moi. Oui, mais si tu ne l'utilises pas, au bout du compte, ça a beau faire partie de toi. Les gens, ils ont beau me dire, ouais, mais moi, je fais de la PNL, mirroring, pace lead, c'est mon truc. Donc, synchronisation, s'harmoniser la personne, puis après prendre le lead, prendre la direction de la conversation. Mais moi, je connais plein de PNListes, plein. J'en parle avec plein et je peux dire qu'ils n'ont absolument jamais en direct mis en place cette notion-là. Oui, mais ça fait partie de moi, c'est dans mon sang, ironique, que dalle. Parce que si tu ne crées pas une intention, ça reste quand même un cheminement technique. C'est comme un boxeur. Un boxeur qui arrête d'utiliser sa boxe, il boxera moins bien. Même s'il a été champion du monde un jour, il boxera moins bien. Donc, tu as beau dire, ouais, mais la boxe fait partie de moi. Ah non, la boxe, si tu ne l'entraînes pas, elle diminue. Et la méthode, c'est la même chose. On a beau être très bon. Très bonne comparaison, oui, tout à fait. Oui. Tu ne peux pas rester sur tes laurels et dire oui, j'étais un champion de boxe et faire la même chose pour Sylvain. Dire oui, j'ai accompli ceci, ça. Mais aujourd'hui, je ne pratique pas. Bon, ce n'est pas la même chose. Très bonne, métaphore, oui. Mais tu vois, je pense qu'à un certain niveau, à une certaine pratique, les gens n'ont plus la même passion, c'est devenu normal. Donc, ils ont moins ce truc-là. Ça peut être intéressant de voir chez les instructeurs, chez les directeurs, chez les anciens gradués, est-ce que réellement, quotidiennement, ils font 3 méditations par jour? Ne serait-ce que ça, tu vois, on ne va même pas plus loin. Mais je ne te parle même pas des autres techniques. Est-ce qu'ils vont simplement faire 3 méditations par jour? Eh bien, je suis sûr qu'au niveau statistique, on n'en aurait pas tant que ça. Non. Alors que tu es bien d'accord que c'est le b.a.-ba de notre méthode. C'est le b.a.-ba de tout ce qu'on explique. Le début, c'est comment aller en sylva. Et comment aller en alpha, gérer notre alpha et y aller 3 fois par jour, 5 minutes, c'est bien, 10 minutes, c'est très bien, 15 minutes, c'est excellent. On le sait. Et c'est là où, tu vois, je me dis, OK, donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Des gens qui exploitent moins le système. Parce qu'ils le connaissent, parce que peut-être qu'ils sont saturés, il faut aussi admettre ça. Je pense que quand tu es enfant Sylva et que papa s'est amusé à faire tous ces tests, en relisant tout à l'heure et hier Stone, je suis revenu sur un truc où ça m'a rappelé Larry Hellman. Et Larry me disait que son frère en voulait beaucoup à Dave Hellman, donc un grand hypnotiste, parce qu'il lui a fait faire plein de tests. Il l'a écrit dans Hypnothérapie, et les tests, par exemple, d'HypnoSleep qu'on trouve dans Hypnothérapie, son livre, le seul bouquin qu'il a écrit, en fait, c'était sur cet enfant-là. C'était donc pas sur Larry, mais sur son grand frère. Et pour plein de raisons, il en veut à son père. Il en a voulu à son père énormément. Et en fait, il en a voulu complètement sur l'hypnose de façon générale. D'accord. Et je me pose la question. Tu vois, on a beau dire oui, c'est génial, il a fait ça sur les enfants, mais tu vois, plus je leur lis, de plein de façons différentes. Je lis là, dit par Stone, je les lis, bien sûr, dans Hunch, I Have a Hunch, donc la biographie de José. Je l'ai lu de plein d'autres personnes, de plein de façons différentes. Et je me dis, mais ça se trouve, les gosses, ils en avaient ras-le-bol. Là, je suis revenu sur une anecdote, mais on reviendra dessus. Quand José laissait Elisabeth faire de l'hypnose sur un des frères, ça partait en vrille complètement. Et se dire peut-être les enfants, ils ont peut-être ressenti, alors je pense que c'était pas du tout l'intention de José, mais d'être à ce moment-là des puppets, tu vois, des cobayes. Des cobayes, voilà. Ouais. Des cobayes plus que des enfants. Quoi, tu vois, je sais pas après du tout.
là, je suis en spéculation, mais ça m'a rappelé vraiment ce que m'avait dit Larry vis-à-vis de son frère et dire il en veut vraiment à papa. Et je me suis dit, tu sais, s'il y a tous ces trucs-là, Laura l'avait très bien dit, elle avait abandonné la méthode Laura, elle nous a fait vraiment aller regarder cet échange qu'on a avec Laura, il est absolument génial. Laura nous avait dit qu'elle avait laissé tomber la méthode, ça l'a saoulée, etc., et que ça lui a permis de remonter de sa dépression et de son mal-être sur la méthode. Mais regarde, spontanément, l'enfant qu'elle a été, elle a dit stop, j'en veux plus. J'en veux plus, ça me saoule. Et c'est pour ça que je te dis, je pense que cette logique d'habituation, cette logique d'en entendre tout le temps parler. Voilà, oui. Ça peut avoir. Ils ont une chance superbe. Tu étais élevé dans la famille Sylvain, mais en fait, on était tellement à l'intérieur que, comme tu dis, d'une part, on s'est habitué. D'une autre part, et même Laura a impliqué ça parce qu'elle dit, mais moi, j'étais un des plus jeunes, donc moi, je n'ai pas eu tous les mêmes tests, etc., que mes frères et mes soeurs ont eu. Donc, c'était clair qu'ils étaient souvent traités comme des cobayes parce que c'était eux avec qui il a fait tous les tests. C'est vrai que c'était pour eux qu'il a fait les tests, mais est-ce qu'eux, ils ont vu comme ça? Justement, oh, papa, c'est encore un peu de... Oui. Super, aujourd'hui on va faire des régressions. Ouais, mais bon, tu me saoules en fait avec les régressions. Moi j'ai envie d'aller jouer dehors et faire du foot avec les copains, tu vois. Pourquoi je vais faire le dimanche des régressions? Ça va. Et tu vois, et si tu le généralises après à plein de personnes qui sont dans la méthode Silva depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans, peut-être qu'il y a ce truc-là à se dire, m'en fous. Et donc l'état d'esprit Silva se barre un peu. Il y a le côté, moi, je veux continuer à avoir mon business, je vis de ça, donc il ne faut pas que mon business diminue, et ce que je comprends, hein, mais il n'y a plus forcément la même implication. Et donc, dès lors, il n'y a plus les mêmes idées derrière et la même intention d'être dans le partage, de l'écoute, de cette notion de base, parce qu'on se renferme sur soi, parce qu'on n'est plus investi par la méthode, mais on est juste un utilisateur, et encore, comme je te dis, c'est même pas dit qu'il l'utilise régulièrement, de la méthode. Et ce qui peut créer dès lors, comme dans tout organisme, organisation en l'occurrence, dans toute organisation, qui peut créer des tensions, de la colère, des ressentiments, des trucs, des machins, et qui, avec les mois, les années, on a beau savoir communiquer, les gens ne savent plus communiquer. Et là, je reprends l'exemple de Ben Grinder. Hein. Ben Grinder, fondateur de la PNL, nouveau modèle de communication. Mais voilà, encore, super exemple, oui. Exactement, les deux se sont séparés en faisant des procès de malades. Ils se sont détestés, haïs dans tous les sens. Et les deux se vannent encore, alors que maintenant, ils ont presque 80 ans. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas alors qu'ils ont tout fait ensemble. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Donc, ça nous permet de nous dire, OK, quelle est l'intention qu'on met dans la méthode? Comment on veut s'impliquer? Est-ce que quand on fait la technique, on garde l'état d'esprit qui est je le fais pour moi et les autres? Et si ce n'est pas le cas, juste se poser la question, quel type de masque je porte? Pourquoi j'ai besoin de ça? Qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi? Quelle partie de mon ego a besoin d'être flattée, nourrie, aimée, appréciée? Attention, on ne met pas des masques pour rien, hein, c'est que derrière, on attend des strokes, ce qu'on a les transactionnels, on appelle des strokes, donc des unités de reconnaissance, et qu'à ce moment-là, on a besoin d'être aimé, apprécié, écouté, remarqué, etc. Et dans la méthode, aujourd'hui, on en est un peu là où il y en a qui veulent un peu de pouvoir pour être plus aimés, plus regardés, peut-être montrer à la sœur ou au frère que quelque chose, ou ne pas perdre une position dominante, ou une position bien vue, ou une position qui donne du pouvoir. Et c'est là où on s'aperçoit que qu'importe le système, à partir du moment où on n'arrive plus à être impliqué dans le système, on redevient une communauté lambda qui va avoir les problèmes d'une communauté lambda. Et là, on revient à toutes les communautés volontaires qu'il y a eu dans les années 60-70, partout aux États-Unis, avec la contre-culture, et où on s'est aperçu que le trois quarts, ça ne marchait pas au bout de 5 ans, 10 ans ou 15 ans, parce que l'ego, le soi n'était pas nourri, et l'image de soi-même, de projection, le masque, commençait à se briser, ne pas être heureux, comme l'a dit Lee tout à l'heure, on leur retirait leur masque, parfois même leur pathos, une partie de leur pathos, mais ils ne voulaient pas montrer ce qu'ils étaient, le je suis, et dans cette désagrégation d'eux-mêmes, tout le système partait en éclat. Et c'est là où on se rend compte qu'on répète des cycles. On crée des patterns, comme on dit, en hypnose, et c'est
assez intéressant parce que même quand on a les outils, on ne les utilise pas forcément. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure cette petite réflexion que nous avons faite? Et tout ça, j'ai supposé discuter un livre. Oui. La semaine prochaine, nous verrons ce livre-là, à moins qu'une autre idée nous vienne juste avant. Le public, là, je voulais dire juste on a mentionné le mot ego avant de commencer et Punk a dit tout comme ça. Ah, mais on va parler de l'ego, comme ça. Mais c'est vrai que c'est passionnant. On ne va pas résoudre tous les problèmes du monde en parlant, bien sûr, mais c'est bien quand même de considérer qui on est vraiment et qui est le masque et à quel point on fait tout ça. En fait, toutes les guerres, les souffrances du monde, en fait, normalement, c'est pour protéger l'ego. C'est ça. Oui. Une vision de soi, c'est ça. Et ce qui est important, et là encore, hein, c'est pour conclure, c'est se dire, quand vous faites la méthode, il y a plein de bonnes choses dedans, il y a des choses qui vont parler, d'autres pas. La méthode n'est pas en train de vous vendre que vous allez être extraordinaire. Le truc, c'est de vous dire, vous avez des outils qui vous permettent de faire de belles choses pour vous et pour les autres. Mais c'est pas, vous serez merveilleux, incroyable, extraordinaire sur 16 générations. Hein. Juste déjà, vous sentir un peu mieux, pouvoir partager davantage. Gardez juste cette petite chose, mais cette petite chose qui donne de grandes choses de façon générale, c'est déjà cool. Tous les trucs qui vont être excessifs, survendus et tout, mettez ça de côté, c'est du marketing. L'important, c'est vraiment cette petite chose de vous dire je me sens mieux, je me sens bien, ou je sais comment utiliser mes potentiels, découvrir qui je suis, et en plus, je peux partager. Je peux aider, je peux solutionner, je peux accompagner. Trop bien. Juste ça, c'est suffisant. Amen. Yes, voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire vos feedbacks par rapport à tout ça. Là, c'est un peu plus sur, on va dire, la notion état d'esprit de la méthode, un petit peu des réflexions qu'on a, parce que très souvent, on papote de ça, parce qu'on sait les mouvements qu'il peut y avoir. Et encore, moi, je ne sais rien comparé à Ali, mais il y a des moments où il me dit si tu savais. Et quand je vois sa tête, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je sache. Donc, c'est juste pour vous montrer là encore que c'est un processus très humain, qu'il y a les problèmes d'humain et qu'importe le système qu'on étudie, PNL, méthode Silva, hypnose, et ben, ça reste de l'humain avec ses forces et ses faiblesses. Nous, l'idée, c'est de nous tirer le plus possible vers le haut, vers nos forces, et puis accepter qu'on a des faiblesses et on fait avec. Voilà. Donc, on vous voit la semaine prochaine. Si vous avez des questions et des remarques, entre-temps, vous n'hésitez pas à les laisser sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et oh, c'est fiché. Bon. Surtout en podcast. Et comme d'habitude, tout le monde vous demander que... Hop. Ah, pour moi, tu es figé là, tout d'un coup. Parfait pour nos tours et tout d'un coup, pouf, figé. Bizarre. Et encore. Oh, aïe, aïe. Bon, heureusement, Ah ouais? c'est la fin. Heureusement, c'est la fin. Ouais, oui, c'est très bizarre. Tout d'un coup, hein? Il y a un ordre chez toi? Ouais, c'est ça, il y a eu un truc, ouais, c'est ça, ils me disent tentative. Ah ouais, attends. Arrêtez. Ah ouais, tout c'est... Bon. Voilà, c'est bon encore, oui. Ouais, c'est pas mal. Si vous avez perdu la connexion réseau, tentative de reconnexion, bon, c'est pas grave, on peut s'entendre. On se voit la semaine prochaine? La semaine prochaine, on est le 20. Oui, tout à fait. Oui. Ah non, pardon. 26. 26, oui, tout à fait, oui. OK, on se voit le 26 à la même heure. C'est parfait. Nickel, au top. Allez, passe une bonne soirée. Ciao. Ciao. Bonne soirée à